Salut et bienvenue dans Livres et Histoire, chaîne dédiée à la diffusion de l'histoire de l'Afrique. Si c'est pour toi une première fois de tomber sur la chaîne et que la thématique que je développe t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je t'emmène sur les traces des origines africaines d'un sage de la Grèce ancienne du nom de Ésope. Il y a plus de 2500 ans, un homme dit le boiteux, Ésopos en grec, vit entre Samos et Delphes. Il laisse 127 fables en prose que reprend en partie au XVIIe siècle Jean de La Fontaine, fables que nous apprenons tous à l'école et dont les morales en vers surgissent encore à la mémoire. Du temps de La Fontaine, les fables d'Ésope avaient une grande importance dans l'enseignement. On étudiait le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi, le chêne et le roseau, le lièvre et la tortue, le pot de fer et le pot de terre, et bien d'autres. Les fables d'Ésope étaient en prose et concises. La Fontaine les mit en vers. Le succès fut éclatant et suscita une foule d'œuvres s'en inspirant en vers, en dessin, en peinture, plus tard en bande dessinée, en film. Il existe deux versions de l'histoire grecque. L'une présente la culture grecque comme essentiellement européenne, emblématique de la beauté blanche. L'autre, reconnue les Grecs aux époques classiques, décrit le développement métissé de leur culture issue d'une colonisation réalisée autour de 1500 avant Jésus-Christ par les Égyptiens et les Phéniciens. L'historien congolais Théophile Obenga a montré dans son ouvrage L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie qu'aucun savant grec ne mettait en doute la supériorité intellectuelle et scientifique des prêtres de la vallée du Nil. Homère, Hérodote, Socrate, Platon, tous reconnaissent leur dette à la civilisation égyptienne à l'origine de bon nombre de leurs propres mythes et coutumes. Hérodote, par exemple, insiste sur le fait que le calendrier astronomique avec le découpage de l'année en 12 parties est une invention égyptienne. Homère, vers 850 avant notre ère, affirme que les médecins égyptiens sont les plus savants du monde. Aristote écrit que l'Égypte a été le berceau des arts mathématiques. L'historien anglais Martin Bernal, dans son ouvrage célèbre Black Athena, établit de manière convaincante les racines afro-asiatiques de l'Antiquité grecque. La leçon que l'on nous a enseignée à l'école est héritée des préjugés des 18e et 19e siècles. Il n'était alors pas pensable aux yeux de la plupart des hommes des Lumières dont la société vivait des revenus de l'esclavage que la Grèce ait pu être métissée d'Européens et de colonisateurs africains. Or, Ésope, selon les études les plus récentes, aurait été un Nubien et mené comme esclave en Phrygie, et ses fables s'inspiraient sans doute des contes de sa région. Dans l'Afrique actuelle, on peut situer la Nubie entre Khartoum et le sud de l'Égypte. De tout temps, l'esclave a résisté pas seulement par des actions spectaculaires à la Spartacus, mais par une rébellion quotidienne culturelle. Il a développé une stratégie intellectuelle raffinée. D'abord par l'observation permanente du maître qu'il ne quitte jamais des yeux, dont il apprend à connaître les points faibles. Ainsi, Ésope trouve-t-il dans ses courts récits un biais pour transposer les travers de ses maîtres. Il subvertit ce qu'on lui impose pour préserver l'humanité qu'on lui refuse. Grâce à ses fables, il trouve sa dignité et se redresse. Elles contiennent des conseils de prudence, d'habileté, d'ingéniosité. Véritable livre du savoir-faire avec l'adversité. Elles présentent une morale implacable. Dans Le lion et la souris est apparemment la plus faible, mais le lion n'est finalement qu'un lion de papier, puisqu'il a besoin de la souris pour ronger les cordes qui l'emprisonnent. Si les témoignages de l'époque parlent peu du nègre Ésope, en revanche, ils insistent sur son épouvantable laideur. Porc-singe, marmite à pied, cruche, atteinte d'une tumeur, amulette contre le mauvais œil, erreur du jour, il est décrit comme bedonnant, la tête en pointe, le nez camus, voûté, le teint noir, courteau, cagneux, les bras courts, les jambes arquées, les lèvres épaisses. De surcroît, il a la parole confuse et inarticulée. Ne nous y trompons pas. S'il était monstrueux, c'était d'intelligence. Le portrait horrible que l'on faisait
d'Ésope avait pour effet de le grandir, de souligner le contraste entre son aspect extérieur et son esprit inventif et astucieux. Sous le masque grotesque se cachent des images fascinantes. Au cours de sa vie d'esclave, Ésope livre un combat incessant contre son maître Santos, dont le nom signifie blond. C'est donc l'histoire d'un maître blond constamment humilié par son esclave noir que raconte la vie d'Ésope, celle d'un maître contraint à mendier l'aide de son esclave et même de le laisser agir à sa place. Lorsque son maître meurt, Ésope est affranchi. À peine libre, il retrouve la parole. Il se rend auprès de Crésus pour une mission diplomatique qu'il réussit en usant d'une fable. Il se met ensuite au service du roi de Babylone qui prend grand plaisir à ses énigmes et à ses historiettes. Mais possédé par le désir de voyager, il se rend à Delphes. Là, il se laisse griser par son propre talent et comme la grenouille de ses fables, il en prie d'un orgueil démesuré. Il place sa statue auprès de celle des muses. Il renie ses origines au point de traiter les habitants de Delphes de fils d'esclaves parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terre à cultiver pour en tirer leur substance. Les Delphiens, irrités, décident de se débarrasser d'Ésope. Ils glissent secrètement une coupe sacrée dans ses bagages. Alors que l'ancien esclave avance sur la route qui mène en Phocide, il est rattrapé et accusé de vol d'objets sacrés. Jugé coupable, il est condamné à être précipité du haut d'une roche près du grand temple de Delphes. Comme on le conduisait au supplice, écrit Jean de La Fontaine, il trouva moyen de s'échapper et entra dans une petite chapelle dédiée à Apollon. Les Delphiens l'en arrachaient. Vous violez cet asile, leur dit-il, parce que ce n'est qu'une petite chapelle, mais un jour viendra où votre méchanceté ne trouvera point de retraite sûre, non pas même dans les temps. Il vous arrivera la même chose qu'à l'aigle, lequel, nonobstant les prières de l'escargot, enleva le lièvre qui s'était réfugié chez lui. La génération de l'aigle en fut punie jusque dans le giron de Jupiter. Peu de temps après sa mort, une peste très violente ravagea la population. Les Delphiens demandaient à l'oracle par quel moyen il pourrait apaiser le courroux des dieux. L'oracle leur répondit qu'il n'y en avait point d'autre que d'expier leur forfait et de satisfaire au man d'Ésope.